Mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du JT sur la chaîne Petit Bassin en famille. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu un peu vous reposer et relâcher la pression. Donc je me présente, je m'appelle Elsa et avec Manon, je serai l'une de vos deux tutrices d'ANAT Petit Bassin pour ce deuxième semestre. Donc l'ANAT du Petit Bassin, ça fait partie de la maïeutique et avec la pharmacie, ça constitue l'EQE 9 qui fait partie de l'UE Santé 5. Donc dans l'UE Santé 5, vous aurez aussi l'EQE 10 avec l'odonto et la kiné. L'EQE 9, donc maïeutique plus pharmacie, à l'examen, ce sera une épreuve de 40 minutes. Si vous voulez connaître un peu plus en détail le programme de Petit Bassin, on vous a fait une présentation de la matière qui est disponible sur le forum. Il y a le lien sur notre CT. Pour cette petite rentrée, on vous a préparé 3 vidéos. La première, donc celle-ci, sur l'appareil urinaire et la vascularisation. Ensuite, vous aurez 2 vidéos avec Manon, une sur le périnée et une dernière sur la filière génitale féminine. Quelques petits conseils avant de commencer. Donc d'abord, entraînez-vous régulièrement, faites beaucoup de QCM. C'est hyper important de s'entraîner. On va essayer de vous sortir pas mal de DM et surtout des DM anales parce que les anales aussi c'est super important. Ensuite, la NAT, c'est certes une matière de par cœur, mais c'est aussi une matière où il y a beaucoup de visualisation pour bien comprendre. Donc on vous conseille de bien vous entraîner sur les schémas et de les refaire si besoin. Pour vous aider à visualiser, vous pouvez aussi utiliser l'appli Visible Body que vous pouvez avoir gratuitement grâce à la fac. Donc vous vous connectez sur votre ONT, vous allez dans Bibliothèque et ensuite vous tapez Visible Body et c'est le premier lien. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer le cours sur l'appareil urinaire. On va d'abord voir une vue d'ensemble de cet appareil et ensuite on étudiera le rein, la vessie, puis l'urètre. Donc on commence par la vue d'ensemble. L'appareil urinaire, c'est quoi? C'est l'appareil de sécrétion et d'excrétion de l'urine. Donc il ne faut pas confondre les deux. Sécrétion, c'est vraiment produire l'urine et excrétion, c'est l'évacuer. Donc on va voir que c'est des organes différents pour la sécrétion et l'excrétion. L'appareil génital, lui, c'est l'appareil de reproduction. Et vous allez voir que ces deux appareils, ils sont parfois confondus au niveau de certains organes, notamment chez l'homme. C'est pour ça qu'on parle d'appareil urogénital. Maintenant, au niveau des structures osseuses, vous voyez le rachis lombaire avec les premières, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vertèbres lombaires. En dessous, vous avez le sacrum et de part et d'autre du sacrum, vous avez les deux os coxaux qui sont ici sectionnés sur ce schéma. Vous avez aussi les côtes. Là, il y a la 11e et là, la 12e côte qui est un peu cachée par le rein. Donc, l'appareil urinaire, il va être constitué des deux reins, des deux uretères, de la vessie et de l'urètre. Le rein, c'est donc l'organe sécréteur de l'urine, c'est lui qui va la produire. C'est un organe qui est rétro-péritonéal, donc en arrière de la cavité péritonéale. Le péritoine, donc vous allez le voir en analogie dans le cours sur l'appareil digestif, mais c'est une séreuse qui entoure les viscères de l'abdomen. Et donc les reins, ils vont être en arrière de ce péritoine. Donc ici, je vous ai mis un screen de Visible Body où vous pouvez bien voir que les reins, ils sont en arrière de la cavité péritonéale. On dit que les reins, ils ont une forme de haricot. Ils font 12 cm de long sur 6 cm de large. Le rein droit, il remonte jusqu'à la 12e côte, alors que le rein gauche, il remonte jusqu'à la 11e côte. Alors pourquoi le rein droit, il est plus bas que le rein gauche? Eh bien tout simplement parce qu'il est abaissé par la masse du foie, ici. Ensuite, les reins, ils ont un grand axe qui est oblique en bas et en dehors, comme ça. Et après le rein, vous avez le pelvis du rein qui est le début des voies excrétrices. Et ensuite, vous avez les uretères. Donc, les uretères. Les uretères, c'est des organes musculaires qui, dans leur première partie, vont être rétro-péritonéaux, donc comme le rein, en arrière de la cavité péritonéale. Une fois qu'ils ont croisé les vaisseaux iliaques ici, ils vont devenir sous-péritonéaux, donc en dessous du péritoine.
La vascularisation, vous inquiétez pas, on verra ça plus en détail après. Mais en gros, là, vous avez les artères iliaques primitives droite et gauche qui vont se diviser en artères iliaques internes ici et artères iliaques externes ici. L'urtère gauche, il va croiser les vaisseaux iliaques en dedans de l'origine de l'artère iliaque interne. Alors que l'urtère droit, lui, il va croiser les vaisseaux iliaques en dehors de l'origine de l'artère iliaque interne. Petit mémo pour pas confondre les deux. Dans gauche, vous avez un A comme dans dedans et dans droit, vous avez un O comme dans dehors. Après les urtères, vous avez la vessie qui est un organe musculaire qui, comme la deuxième partie des urtères, est sous-péritonéal, en dessous du péritone. C'est le réservoir de l'urine qui va s'y accumuler en chaque miction. Et après la vessie, vous avez l'urètre qui sort de la vessie pour s'ouvrir à l'extérieur. Donc là, je vous ai remis un screen de Visible Body où vous voyez bien que la vessie est sous-péritonéale. Attention, faites bien gaffe à ne pas confondre urtère et urètre, c'est un piège qui tombe vraiment hyper souvent en QCM. Et donc, petit mémo pour distinguer les deux. Urtère, c'est un mot qui est plus long que urètre, du coup, urtère, c'est la voie urinaire la plus longue. Voilà, donc maintenant qu'on a eu un peu cette vue d'ensemble, on va passer à la deuxième partie sur le rein. Les reins, c'est des glandes qui sont amphicrines, donc à la fois endo et exocrines. Exocrines parce que, comme on l'a dit avant, c'est eux qui sécrètent l'urine. Et endocrines parce qu'ils vont sécréter des hormones, et notamment des hormones du système rénine, angiotensine, aldostérone, qui ont un rôle dans la vasomotricité des vaisseaux et donc dans la régulation de la tension artérielle que normalement vous avez vu en physio au premier semestre. Donc, ces reins, ils sont entourés par une capsule rénale qui se dédouble au niveau du pôle supérieur pour entourer les glandes surrénales qu'on va étudier après. En plus de cette capsule, ils sont composés d'un parenchyme. Ce parenchyme, il est divisé en deux parties. Une partie corticale périphérique ici et une partie centrale ici qui est la médulla. Les reins, ils sont touchés par une pathologie importante, notamment tout ce qui est pathologie infectieuse, inflammatoire, tumorale. Ils sont aussi touchés par l'insuffisance rénale et les lithiases. Donc, la médulla, elle est constituée par les pyramides, ici, qui sont des formations pyramidales à base périphérique. Entre ces pyramides, vous allez retrouver les colonnes du rein. Et chaque pyramide va s'ouvrir par une aire criblée, ici. En fait, cette aire, c'est là où part l'urine pour être excrétée vers les calices mineurs qui sont ici. Ensuite, ces calices mineurs, ils vont se réunir en calices majeurs ici. Voilà, donc dans un rein, en général, vous avez de nombreux calices mineurs et en général 3 calices majeurs. Ensuite, ces calices majeurs, ils vont se réunir pour former le pelvis qui va se continuer par les urtères. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit screen de Visible Body où vous voyez les pyramides, les colonnes, ici l'air criblé, ensuite les calices mineurs qui se réunissent en calices majeurs, ensuite le pelvis et l'urétère. Donc, par contre, faites attention, le pelvis, il ne fait pas partie du parenchyme du rein, il est en dehors. Donc voilà, ça c'était pour la médulla. Maintenant, on passe à la corticale. La corticale, elle est formée de deux parties. Une partie qui est en regard des pyramides et qui est la zone radiée, à ne pas confondre avec l'air criblé qui est ici. Donc voilà, la zone radiée qui présente un aspect rayonné, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et ensuite, plus en février, vous avez une partie enveloppante qu'on nomme la pars circumvolata. Cette pars circumvolata, elle est décrite comme très labyrinthique, c'est pour ça que des fois on l'appelle partie labyrinthique, mais c'est pas le nom officiel. Donc maintenant on passe aux glandes surrénales. Il y en a deux qui sont situées au pôle supérieur de chaque rein et elles sont elles aussi entourées par la capsule rénale qui s'est dédoublée pour les entourer. La glande surrénale droite, elle a une forme de bonnet phrygien, alors que la glande surrénale gauche, elle a une forme de virgule à grosse extrémité inférieure.
petit mémo pour ne pas confondre les deux. Donc quand vous écrivez une virgule, elle part vers la gauche. Donc la glande surrénale gauche elle a une forme de virgule. Le bonnet phrygien s'était porté pendant la Révolution française. Pendant la Révolution, on fait quoi? On revendique ses droits. Donc la glande surrénale droite, elle a une forme de bonnet phrygien. Donc, comme pour les reins, dans les glandes surrénales, vous avez deux parties. Une partie corticale périphérique et une partie centrale médulaire. La partie corticale périphérique, c'est donc la cortico-surrénale et elle sécrète le cortisol. La partie centrale médulaire, qui est donc la médulo-surrénale, elle sécrète l'adrénaline. L'adrénaline, vous avez dû le voir en anag dans le cours sur le système nerveux, c'est le dernier médiateur chimique du système nerveux orthosympathique. Donc la médulo-surrénale, elle appartient au système nerveux végétatif. Donc, vu qu'elles sécrètent des hormones, les glandes surrénales, c'est des glandes endocrines. Mais attention, elles ne font pas partie du système urogénital. On a fini la partie sur les reins et on va maintenant passer à la troisième partie sur la vessie. La vessie, c'est un organe musculaire qui est sous-péritonéal et c'est l'organe de réception de l'urine qui va donc la stocker entre les mictions. La vessie, elle se projette au niveau du foramen obturé. Le foramen obturé, c'est cette partie-là de l'os coxal que vous verrez plus en détail en anag dans le cours sur membres inférieurs. Donc j'en profite pour vous expliquer 2-3 trucs qui ne sont pas dans le cours de petit bassin, mais dont vous aurez besoin pour comprendre les cours suivants avec Manon. Donc vous voyez que sur le plan embryologique, l'os coxal, il est constitué de 3 parties. Une partie supérieure qui est l'ilion, une partie inférieure et antérieure qui est le pubis, et une partie postérieure et inférieure qui est l'ischion. Donc au niveau de l'ilion, vous avez la crête iliaque, au niveau de l'ischion, vous avez la tuberosité ischiatique. Ici, vous avez l'épine iliaque antéro-supérieure, ici l'épine iliaque antéro-inférieure, et entre les deux, vous avez l'échancrure interépineuse. Ici, vous avez la branche iliopubienne, donc qui relie l'ilion au pubis, et ici la branche ischiopubienne qui relie l'ischion au pubis. En postérieur, vous avez l'épine iliaque postéro-supérieure et l'épine iliaque postéro-inférieure. Et entre les deux, encore une fois, vous avez une échancrure. Ici, vous avez l'épine sciatique, et donc entre l'épine sciatique et l'épine iliaque postéro-inférieure, vous avez la grande échancrure ischiatique. Voilà, et ici vous avez la petite échancrure ischiatique. Ça, c'est une vue endopelvienne de l'os coxal. Donc vous retrouvez tous les éléments dont je vous ai parlé avant, donc l'épine iliaque postéro-supérieure, postéro-inférieure, etc. Et vous avez aussi la ligne innominée, qui est aussi appelée ligne arquée, et qui est visible que sur cette vue endopelvienne, pas en vue exopelvienne. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la vessie, elle se projette au niveau du foramen obturé ici. Et c'est un organe du petit bassin. Le petit bassin, c'est quoi? Donc ça, c'est pas un truc que vous devez retenir, mais c'est pour vous aider à mieux comprendre. Vous voyez que les os coxaux et le sacrum, ils ont une forme d'entonnoir. Et donc, il y a une partie supérieure évasée de cet entonnoir qui est le grand bassin et qui est situé au-dessus du détroit supérieur. Le détroit supérieur, c'est cette ligne-là qui passe notamment par la ligne arquée. Et donc, en dessous du grand bassin, vous avez le petit bassin qui est la partie inférieure et rétrécie de notre entonnoir. La vessie, elle est prolongée en avant par l'ouraque, qui est un reliquat embryologique. Elle est constituée d'une face supérieure qui, lorsque la vessie est remplie, on va l'appeler la calotte. Elle possède aussi une face antéro-inférieure et une face postérieure qui est sa base. Lorsque la vessie est vide, elle se projette en dessous de la symphyse pubienne. Et au fur et à mesure qu'elle va se remplir, sa face supérieure va se déformer en un dôme. Donc c'est représenté ici par les pointillés noirs. Elle va se déformer en un dôme et c'est là qu'on va parler de véritable calotte vésicale. Et donc,
lorsqu'elle se déforme pour se remplir, elle va être accompagnée par un déplacement du péritoine. Donc le péritoine qui est représenté ici en violet, il va se déformer pour suivre la vessie. Voilà, donc ça c'est chez la femme, pareil. Et maintenant on va passer à une petite application clinique qui est le cathétérisme suspubien. Donc quand vous voulez par exemple ponctionner les urines parce que par exemple elles sont mal évacuées par l'urètre, vous allez insérer une aiguille au-dessus de la symphyse pubienne. Ce cathétérisme, il se fait uniquement sur une vessie qui est remplie parce que sinon l'aiguille quand vous allez l'introduire, si la vessie est donc vide, elle se projette en dessous de la symphyse pubienne et l'aiguille va rentrer dans la cavité péritonéale et ça risquerait de léser les anses intestinales. Donc voilà, cathétérisme toujours sur vessie remplie pour ne pas léser les organes péritonéaux. Donc dans la vessie, vous allez retrouver trois tuniques. Une tunique externe qui est composée par le péritoine en haut et par le fascia ombilico-prévésical sur les côtés. Ensuite, vous avez une tunique moyenne qui est formée par le détrusor et une tunique interne qui est formée par l'urothélium. Donc on revient sur la tunique moyenne qui est le détrusor. Le détrusor, c'est le muscle de la vessie. Ce muscle, il reçoit une innervation parasympathique par les deuxième, troisième et quatrième nerfs sacrés. Donc c'est un muscle dont la contraction n'est pas volontaire, ok, parce que c'est une innervation végétative. Vous ne pouvez pas contrôler sa contraction. Et donc au niveau du détrusor, vous allez retrouver trois couches musculaires. Une couche interne qui est plexiforme, une couche moyenne circulaire et une couche externe longitudinale. Petit moyen mémotechnique de vos anciennes tutrices d'anat pour retenir les différentes couches du détrusor. Donc quand vous êtes externe en médecine, il vous reste encore un long chemin à parcourir, donc la couche externe, elle est longitudinale. Quand vous êtes interne en médecine, vous pouvez flex, donc la couche interne, elle est plexiforme. Et pour la couche moyenne, vous pouvez vous dire qu'il y a un O dans moyenne, donc c'est circulaire. Voilà, et donc cette couche moyenne circulaire, elle est hypertrophiée dans la partie basse de la vessie, plus précisément à la jonction entre la vessie et l'urètre. Donc elle est hypertrophiée et c'est ça qui va constituer le sphincter lisse de la vessie. Ce sphincter lisse, il reçoit une innervation orthosympathique. Donc c'est une innervation végétative qui n'est donc pas volontaire. Donc détrusor, innervation parasympathique et sphincter lisse, innervation orthosympathique. Maintenant pour l'urothélium. Cet urothélium, il est rosé et chez l'adulte, il va être aérolé, tandis que chez l'enfant, il est encore lisse. Au niveau de cet urothélium, vous allez retrouver trois orifices. Deux orifices supérieurs qui sont les orifices d'abouchement des urtères et un orifice inférieur qui est l'urètre. Et vous voyez que ces trois orifices, ça constitue un triangle qu'on appelle le trigone vésical. Ce trigone vésical, il est donc constitué par les valves anti-reflux des urtères. Donc en fait, c'est des valves qui permettent, qui empêchent plutôt l'urine de remonter dans les urtères. Donc par exemple, si vous avez une infection, ça va permettre de la cloisonner dans la partie basse de l'appareil urinaire pour pas qu'elle remonte. Ce trigone, il est aussi constitué par le pli interurétéral ici et par les bourrelets latéraux ici. On passe maintenant à la partie sur l'urètre. L'urètre, c'est le dernier élément de l'appareil excréteur et vous allez voir qu'il est très différent entre l'homme et la femme. C'est un élément qui est fibromusculaire et chez la femme, il va mesurer seulement 3 à 4 cm, donc il est assez court. Et vous allez retrouver sur toute la hauteur de l'urètre les glandes urétrales et au niveau du méa urinaire, donc la dernière portion de l'urètre, vous allez retrouver les glandes para-urétrales. Voilà, donc ça c'est une coupe sagittale chez la femme et vous voyez ici le fascia
vaginale qui va séparer la vessie du vagin. Et vous voyez que chez la femme, l'urètre et l'anus sont assez proches, ce qui explique pourquoi les infections urinaires sont aussi fréquentes chez la femme. Là, vous avez une coupe sagittale chez l'homme et donc vous retrouvez votre vessie et ici le sphincter strié de l'anus qu'on reverra dans un autre cours. Ici le sphincter strié de l'urètre qui lui est de contraction volontaire contrairement au sphincter, au sphincter lisse. Et ici vous avez le noyau fibreux central du périnée. Donc chez l'homme, l'urètre il va d'abord avoir un premier trajet dans la prostate et donc c'est l'urètre prostatique. Ensuite, il va traverser le sphincter strié de l'urètre et le fascia périnéal ici. Et donc cette partie-là, on l'appelle l'urètre membraneux ou membranacé. Ensuite, l'urètre, il va pénétrer les corps spongieux qu'on reverra dans le cours sur l'appareil génital masculin. Et ensuite, il va s'aboucher à la fosse naviculaire du gland au niveau du méa urinaire. Et donc l'urètre membraneux, on dit qu'il est, ici, on dit qu'il est relativement fixe. Et donc lorsque vous avez des traumatismes du bassin, vous pouvez avoir des mouvements de translation entre l'urètre prostatique ici et l'urètre membraneux ici. Et donc ça peut entraîner des sections de l'urètre membraneux. J'espère que je vous ai pas trop endormi et que vous avez quand même retenu quelques trucs. Donc pour vérifier ça, je vous ai fait un petit QCM et voilà, je vous laisse le lire et le faire tranquillement en mettant la vidéo en pause. Et je corrige tout de suite. Donc, le premier item, le rein droit remonte jusqu'à la 12e côte, tandis que le rein gauche remonte jusqu'à la 11e côte. Il est vrai. Ensuite, l'item B, la médula du rein est composée des pyramides, des colonnes, de l'air criblé, des calices mineurs et des calices majeurs. C'était vrai aussi. Item C, la vessie est un organe musculaire sous-péritonéal qui se projette au niveau du foramen obturé et dont la face supérieure est sa base. Donc cet item, il était un peu long, mais il fallait bien lire jusqu'au bout parce qu'il était faux. Et oui, parce que la face supérieure, c'est pas la base de la vessie. La base de la vessie, c'est sa face postérieure. Donc voilà, faites attention avec les items longs, lisez-les bien jusqu'au bout. L'item D, l'urtère est très court chez la femme, 3 à 4 cm. Alors ça aurait pu être vrai s'il y avait marqué urètre et pas urtère. Voilà, donc je vous avais dit que le piège tombait vraiment super souvent et j'étais obligée de vous le mettre. Au moins vous tombez une fois dedans et vous retomberez plus après dedans. Voilà, donc on a fini la partie sur l'appareil urinaire et on passe maintenant à la vascularisation du petit bassin. On va d'abord étudier l'axe artériel, puis l'axe veineux et on finira par le drainage lymphatique. Donc, je prends le curseur, voilà. Ici, vous avez l'aorte descendante abdominale qui fait suite à l'aorte descendante thoracique. Cette aorte descendante abdominale, elle va se diviser en L4 au niveau de la 4e vertèbre lombaire. Donc vous allez voir qu'en anat, on utilise beaucoup les vertèbres pour repérer les différents organes, etc. Donc division de l'aorte abdominale en L4, c'est super important à retenir ça. Donc elle se divise en artères iliaques primitives, droite et gauche, et ces artères iliaques primitives, elles se divisent elles-mêmes en artères iliaques internes et en artères iliaques externes. Et ensuite, vous avez l'artère iliaque externe qui va donner l'artère fémorale. Donc voilà, là je vous ai mis un petit screen de Visible Body pour bien visualiser. Les artères rénales et les artères gonadiques, elles vont toutes naître de l'aorte abdominale. Les artères rénales, ça va être en regard de L1 et elles peuvent être simples ou doubles. Et vous avez aussi les veines rénales. Ensuite, les artères gonadiques, elles se trouvent en regard de L2 ou L3.
Chez les hommes, elles vont vasculariser les testicules et chez les femmes, elles vont vasculariser les ovaires. L'artère iliaque interne qu'on a vue avant, elle est aussi appelée artère hypogastrique et elle va se diviser en deux troncs. Un tronc postérieur qu'on ne va pas détailler et un tronc antérieur. Ce tronc antérieur, il va donner pas mal d'artères qui, elles, vont vasculariser les organes génitaux et urinaires. Vous avez par exemple les organes obturatrices, ombilicales, vésicales, utérines et vaginales. Et ce tronc antérieur, il va aussi donner une artère qui est très longue et qu'on appelle l'artère honteuse interne. Cette artère honteuse interne, elle est aussi parfois appelée artère pudendale interne. Chez la femme, l'artère honteuse interne va se rendre jusqu'au clitoris et chez l'homme, elle va se rendre jusqu'au corps caverneux. Le pudendum, il va être vascularisé par l'artère honteuse interne et par l'artère honteuse externe. L'artère honteuse externe, elle est issue de l'artère fémorale. Donc le pudendum, vous verrez ça plus en détail avec Manon. Mais voilà. Donc toutes ces artères issues du tronc antérieur, elles sont anastomosées entre elles et donc elles ne vont pas entraîner beaucoup de pathologies. Voilà, donc c'est des artères qu'on peut ligaturer. Par contre, si vous avez chez l'homme une thrombose de l'artère honteuse interne, ça peut donner une impuissance, tout simplement parce que ça va diminuer la vascularisation des corps caverneux. Et dans le cours sur les organes génitaux masculins, vous verrez que les corps caverneux, c'est eux qui sont responsables de l'érection chez l'homme. On passe maintenant à l'axe veineux. Donc, vous savez que les artères, c'est les vaisseaux qui partent du cœur et les veines, c'est les vaisseaux qui reviennent au cœur. Donc, le drainage, il va se faire en sens inverse des artères. Donc, le curseur, voilà. Donc, vous avez les veines iliaques externes et les veines iliaques internes qui vont se rejoindre, cette fois-ci, pour donner les veines iliaques primitives. Donc, ah oui, aussi primitive et commune, c'est synonyme. Donc, si vous voyez artère iliaque commune, c'est pareil que artère iliaque primitive et pareil pour les veines. Voilà, et ensuite, les veines iliaques primitives, elles vont se rejoindre pour se drainer dans la veine cave inférieure. Et ensuite, vous avez la veine cave inférieure qui revient dans l'atrium droit. Vous avez aussi la grande veine saphène qui, elle, se jette dans la veine iliaque externe. Voilà, donc on a fini pour les parties sur les veines et les artères et maintenant on va faire le drainage lymphatique. Au niveau du périnée, le drainage lymphatique, il va se faire au niveau des nœuds inguinaux superficiels. Ces nœuds, ils sont situés autour de la crosse de la grande veine saphène, ici, et ils sont répartis en 4 cadrans. Un cadran en dehors, un cadran en dedans, au-dessus et en dessous. En plus de ces nœuds inguinaux superficiels, vous allez avoir le long des vaisseaux iliaques des chaînes lymphatiques. Ces chaînes lymphatiques, elles sont très volumineuses parce qu'en fait, elles vont collecter la lymphe des organes urinaires et aussi des organes génitaux. Donc, dans le sens de progression de la lymphe, vous allez avoir d'abord les chaînes lymphatiques iliaques externes. Ces chaînes lymphatiques iliaques externes, elles sont donc au niveau des vaisseaux iliaques externes et elles comportent plusieurs étages. Ces étages, ils seront nommés en fonction de leur position par rapport aux vaisseaux iliaques. Ensuite, vous avez les chaînes lymphatiques iliaques internes, puis les chaînes lymphatiques iliaques primitives et enfin les chaînes lymphatiques abdominaux aortocaves qui sont nommées comme ça parce qu'en fait elles se situent de part et d'autre des gros vaisseaux de l'abdomen. Ces chaînes lymphatiques abdominaux aortocaves, elles peuvent parfois rejoindre des chaînes lymphatiques rénales. Voilà, et donc l'ensemble de ces chaînes lymphatiques, elles vont se drainer finalement vers le conduit thoracique, qui a son origine en T12, donc la 12e vertèbre thoracique.
Voilà, donc on a fini la partie sur la vascularisation et encore un autre petit QCM pour vérifier que vous avez bien compris. Donc comme avant, je vous laisse lire le QCM, le faire tranquillement et on passe à la correction. Donc item A, l'aorte abdominale se divise en L3 en deux artères iliaques primitives. Évidemment, c'est faux parce que vous avez retenu, enfin j'espère, que l'aorte abdominale se divise en L4. Donc voilà, super important, division en L4. Item B, les artères rénales et gonadiques se situent en regard de L1. C'est faux parce que les artères rénales se situent bien en regard de L1, mais les artères gonadiques, elles se situent en regard de L2 et L3. Item C, la grande veine saphène se jette dans la veine iliaque interne. C'est faux parce qu'elle se jette dans la veine iliaque externe. Item B, les chaînes lymphatiques iliaques externes comportent plusieurs étages. Ça, c'était juste. Et donc voilà. Voilà, donc c'est fini pour ce premier cours. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné une bonne première impression de l'anatomie du petit bassin. J'espère aussi que j'ai été claire, que j'ai bien tout expliqué. Si jamais vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas, vous avez le forum. Prochaine vidéo, ce sera le cours de Manon sur le périnée. Voilà, donc en attendant, travaillez bien et prenez soin de vous. Bisous!